Voilà, j'arrive. Bonjour à toutes et à tous. Quatrième vidéo, suite du cours. Hier, c'était la thèse de Caliclès, thèse avec tous ses excès sur les désirs. Je vais donc passer maintenant au grand 2 de la première partie. Il s'agira d'étudier, d'apprécier la thèse, cette fois-ci défendue par Platon sur les désirs, et donc en l'occurrence la réponse assez cinglante de Socrate à Caliclès. Mais avant ceci, je vous propose une petite répétition, révision sur le platonisme, afin que chacun, chacune comprenne bien le cadre de la réponse de Platon. Je profite donc de cette période pour faire cette révision. Peut-être que ce texte, sans doute ce texte, qui était un peu long, je vais couper également, faire plusieurs vidéos sur Platon, le platonisme. Je le taperai et je vous le mettrai à disposition là où vous savez. Alors, voici donc le premier moment d'une révision sur Platon. Je l'ai appelé comme ça, platonisme et réminiscence. C'est parce qu'il a oublié que l'homme peut connaître. Grâce à son système donc défendant une philosophie de la transcendance, le platonisme a connu une grande postérité qui, de nos jours, essaime, influence encore notre manière de penser. Que l'on soit croyant, athée ou agnostique, nous nous positionnons toujours en fonction d'un platonisme plus ou moins bien assimilé. La pensée chrétienne a en effet trouvé dans cette philosophie, dans le platonisme, un système métaphysique complet qu'elle s'est empressée d'assimiler en l'adaptant à ses propres dogmes et à ses propres croyances. La raison principale de cette assimilation est la suivante. La philosophie de Platon défend la thèse de l'existence de deux mondes. Le premier monde, c'est le nôtre, un monde sensible dans lequel nous évoluons, un monde fluent, soumis au temps, dans lequel toute chose, à commencer par notre corps d'homme, toutes choses apparaissent, s'altèrent puis disparaissent. Dans ce monde corruptible, rien n'est définitivement acquis, aucun principe ni règle fondée à partir de la matière n'est légitime. Tout est déterminé à être emporté dans le grand mouvement de la réalité sensible. Dans ces conditions, et dès ses premiers écrits, Platon se pose le problème de la vérité. Si elle existe et est accessible à l'homme, elle se doit de posséder des caractéristiques antinomiques, opposées au monde sensible. Dès lors, ce fut certainement comme une révélation, un dévoilement pour Platon lorsqu'il découvrit que non seulement la vérité existait, mais qu'elle se trouvait en un lieu supérieur, un monde à part entière et autonome, un monde qu'il nomma monde intelligible. De quoi ce monde est-il fait et comment un homme peut-il le découvrir ? Si le monde d'en bas est celui de l'illusion et de l'ignorance, c'est parce que la vérité se situe dans ce lieu supérieur qui est composé de toutes les idées possibles que tout homme se doit de découvrir s'il désire mener une vie sage. Une idée s'écrit en grec ancien eidos, E-I-D-O-S. Les traducteurs français modernes la traduisent parfois par l'expression forme intelligible. Les qualités qui caractérisent en propre chaque idée n'existent pas dans le monde sensible, puisqu'une forme intelligible est éternelle, immuable, unique, toujours identique à elle-même. Il existe une idée pour chaque chose, chaque objet, mais aussi chaque comportement et acte qu'il est possible à un homme d'effectuer. Dans les dialogues de Platon, les exemples de découverte de formes intelligibles abondent. Pour les élèves de Socrate, la première connaissance essentielle qu'il faut découvrir si on veut devenir métaphysicien est celle des formes géométriques. Dans la République, Platon revient à l'origine de la géométrie, il revient à Thalès de Milet, lorsque ce géomètre démontrait d'une manière empirique les vérités premières de cette science. Un seul exemple suffit à comprendre comment la géométrie est advenue. Elle a commencé par l'observation de la nature sensible. En celle-ci, dans cette nature, dans ce monde, une multitude de ronds peuvent être perçus. La pleine lune,
le tronc d'un arbre coupé, la pupille d'un œil, etc. De même, l'activité ludique qui commence dès l'enfance, de faire des ronds dans l'eau, est intéressante. D'abord, il n'y a rien qu'une surface plane. Ensuite, le petit caillou tombe dans l'eau, un petit rond se dessine, croît, s'agrandit, puis disparaît. Enfin, recommencer la même opération, comme s'il fallait vérifier que le résultat est toujours le même. Cette image est exemplaire, paradigmatique de la conception platonicienne du monde sensible. En celui-ci, il n'y a que des ronds, multiples, plus ou moins éphémères, mais nécessairement appelés à disparaître. Platon pose alors une question. Qu'est-ce qui me permet de juger ces phénomènes comme étant des ronds? Le simple nom, rond, est un arbitraire, il ne suffit pas. Ce qui est nécessaire pour juger est la découverte par l'âme du commun dénominateur de toutes ces figures de la rondeur. Et ce qu'elles ont en commun est le cercle, lequel n'est pas une figure sensible, mais une pure idée, accessible à la pure raison, laquelle peut se représenter par une image mentale, mais surtout sans support sensible, ce qu'est l'idée du cercle. Bref, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, vous l'avez compris. Cette maxime était gravée sur le fronton de l'école fondée par Platon, qui s'appelait, cette école-là, l'Académie. Merci.